Salut la compagnie! Bienvenue dans Cogito Ergo Sum, le podcast qui cherche à décrypter les ingrédients d'une expérience utilisateur mémorable. Moi c'est Margot, je contribue à créer des expériences utilisateurs fluides et intuitives sur des logiciels, portails web ou applis mobiles depuis 2014. À travers ce podcast, j'ai envie de m'inspirer des expériences des autres. Je suis convaincue qu'il y a plein de points communs dans la création d'expériences utilisateurs, quel que soit le domaine. La prof qui prépare son TP pour ses élèves, le restaurateur qui travaille son concept de restaurant, ou les parents enjoués qui préparent le goûter d'anniversaire de leur enfant. C'est ce qu'on va explorer dans ce podcast. Quelle est la secret sauce des porteurs de projets qui ont réussi à créer une expérience utilisateur mémorable? Dans les épisodes précédents, j'ai rencontré des personnes issues de domaines variés qui travaillaient l'expérience utilisateur de manière intuitive. Cet épisode d'aujourd'hui est complètement différent dans la mesure où mes invités placent ce sujet au cœur de leur stratégie. Bonjour à tous les deux, bienvenue dans le podcast. Bonjour Margot. Bonjour. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter rapidement, chacun à tour de rôle, et puis un peu votre parcours jusqu'ici. Ok, très bien. Alors, je suis Océane Guillot, je suis chargée d'études patients à Nemera depuis maintenant un peu plus de 6 ans. Mon rôle, c'est d'intégrer le patient durant l'ensemble de nos phases de conception et de développement de nos dispositifs. Donc voilà, Grégoire. Bonjour, donc moi je m'appelle Grégoire Gauthier, je suis ingénieur de formation et je travaille également chez Nemera avec Océane depuis très longtemps. Et mon rôle est de prendre en charge en fait, tout ce qui est activité stratégique un peu moyen et long terme pour la société. Et à ce titre, j'ai entre autres contribué à l'intégration de toutes ces démarches utilisateurs dans la société. Super. Donc toi, ingénieur de formation, ta formation c'était quoi? Tout pareil, ingénieur aussi. D'accord. Et alors Nemera, en quelques mots, c'est quoi? Alors je vais prendre la main sur celui-là. Donc Nemera, on est un équipementier de l'industrie pharmaceutique. Et donc le métier de Nemera, c'est de concevoir, développer et ou fabriquer ce qui permet d'administrer un médicament. Donc on n'est pas pharmacien, mais on va fournir un service au laboratoire pharmaceutique qui permet de conditionner leurs médicaments, que ce soit une poudre, un liquide, un gaz, un gel, que sais-je. Donc on est l'interface entre l'élément chimique, qui est le produit actif pharmaceutique, et le patient. Donc avec quelques exemples concrets, on va faire des stylos insuline, des inhalateurs pour asthmatiques, des collyres ophtalmiques, du spray nasal, enfin tout ce qui permet d'administrer un médicament à un patient. Okay. Voilà. Donc ça c'est la société Nemera. Et en quelques chiffres, parce que c'est pas forcément l'objectif, mais ça donnera un petit peu un ordre de grandeur. Nemera, donc on a une présence mondiale, c'est un petit peu moins de 3000 collaborateurs aujourd'hui. On a 6 unités de fabrication réparties dans le monde, donc Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Et puis on compte également une équipe de développement de produits, donc centrée sur la conception de nos systèmes de délivrance. Et là on compte à peu près 240 personnes, essentiellement réparties sur le centre d'innovation qui est basé ici à Lyon, et puis également une antenne à Chicago, et je n'oublie pas non plus une autre antenne située sur un de nos sites en Pologne. Voilà, donc ça c'est un petit peu la force de frappe en termes d'innovation chez Nemera. Et un tout dernier chiffre, en termes de nombre de dispositifs, pour donner un peu l'ordre de grandeur de ce que l'on fabrique, on se plaît à dire qu'on fabrique à peu près 2 milliards de dispositifs par an. Okay. Et dit autrement, on imagine qu'on a à peu près 60 patients qui, à chaque seconde, utilisent un de nos dispositifs dans le monde. Waouh. C'est beaucoup. Voilà, c'est une certaine responsabilité. Ouais. Et évidemment, on a tous envie, on a tous été patients, on a tous dans notre entourage des patients. Et la dernière chose que l'on souhaite, c'est d'avoir un dispositif qui ne marche pas quand on en a besoin. Donc il y a une dimension éthique, une exigence de qualité, de fiabilité, qui en tout cas moi me permet de me lever avec bonheur et enthousiasme depuis 20 ans, ou plus de 20 ans, pour contribuer à cet effort-là d'amener à des patients des solutions qui facilitent leurs conditions. Okay. C'est rigolo parce qu'on ne connaît pas spécialement, enfin moi je ne connaissais pas le nom Nemera. Et si je comprends bien, je rentre dans n'importe quelle pharmacie et il y a une bonne partie des produits, enfin, je ne sais pas quel pourcentage, mais il y a plein de produits Nemera dedans. Quoi. Ouais, je ne saurais pas dire non plus, mais on a peut-être à 90% de ce que l'on fabrique qui est vendu en pharmacie. Ouais. Mais effectivement, le nom Nemera, personne ne connaît et c'est bien normal parce qu'en fait, on est
on est complètement transparent, on est l'équipementier du laboratoire pharmaceutique. Donc on est, voilà, tout à chacun, on a pu être patient, on va acheter des médicaments en pharmacie, et ben on a un médicament du laboratoire X, Y ou Z, mais qui a fabriqué alors, le terme qu'on déteste, c'est l'emballage, voilà, mais en tout cas qui a fabriqué le dispositif, c'est complètement transparent pour l'utilisateur. Donc c'est bien normal que tu ne connaisses pas le nom Nemera. Ok. Et donc d'où ça vient cette envie d'intégrer le patient dans le process de conception? Alors j'aime bien le terme envie parce que c'est réellement né d'une envie, c'est réellement né d'une envie, d'une vision de se dire qu'on arrivait avec un bagage très ingénierie dans un monde industriel qui est extrêmement codé, réglementé, avec des process très balisés, et que du coup l'intégration je vais oser le terme utilisateur, qui est souvent un patient ou un soignant, qui est quelqu'un de captif. Donc on n'est pas du tout dans des logiques marketing, de processus d'achat, d'actes de décision. On ne va pas choisir un stylo insuline parce qu'il est violet, bleu, rond, carré, joli. Voilà, on vient parce qu'on est malade et on a besoin d'un traitement. Et on a une prescription, une ordonnance, on nous ordonne d'acheter un médicament. Et donc c'est vraiment sur cet état de fait qu'on a voulu construire. Je rebondis vraiment sur ton terme envie, de se dire, en fait c'est un vrai plus. Si tout ça c'est réglementé et on ne choisit pas d'être malade, on ne choisit pas d'être asthmatique, mais donc si en plus on peut amener cette cerise sur le gâteau qui consiste à dire, dans notre process de développement, on intègre la voix de l'utilisateur, le ressenti patient, le risque patient, en fait on va sortir des rangs. On ne sera pas un énième équipementier, mais on aura quelque chose de différenciant et quelque chose qui intègre de l'émotionnel, qui intègre ce qu'on appelle du design industriel également, où on va jouer sur des contraintes techniques, mais aussi sur des contraintes de ressenti, sur des éléments cognitifs. Enfin, c'est quelque chose qu'on a vraiment approché de manière volontariste, à se dire personne ne nous oblige à le faire. Et du coup, de fait, on va essayer d'y aller et on va un peu défricher des choses. Donc c'est vraiment né comme ça. Je dirais début des années 2010, c'était un grand cap pour nous. Et l'histoire avec un grand H est rigolote parce qu'en fait la réglementation a beaucoup évolué, notamment sur le marché américain qui est plutôt en avance d'un point de vue réglementaire que la situation européenne, et qu'en fait on voit depuis 15 ans une déclinaison et une intégration croissante de la prise en compte de l'usager, de l'utilisateur, dans les cursus de développement. Donc ce qui était une envie, une idée un peu spontanée qui est née entre autres chez Nemera, en fait on s'est fait rattraper par les contraintes réglementaires et on a été finalement bien inspiré de développer ces compétences-là, puisqu'aujourd'hui c'est partie prenante de notre métier. Alors, et toujours avec l'envie qui ne nous a pas quittés, mais aussi avec une exigence qui est devenue réglementaire maintenant. Ok, donc il y a une obligation légale d'intégrer le patient. Absolument. Alors d'intégrer le patient, c'est-à-dire que depuis pas mal d'années aux États-Unis, il est impossible d'aller voir les autorités de santé, qui sont la FDA aux États-Unis, en tout cas pour mettre sur le marché un médicament sur le marché américain, si un laboratoire arrive sans preuve, sans évidence qu'il a mis ce dispositif dans les mains du patient, il a vérifié l'ergonomie, l'adhérence du patient, la bonne compréhension de l'usage, de la notice si notice il y a, et je le mets en dernier mais c'est probablement le plus important, le risque utilisateur, le risque de mésusage, etc. C'est impossible d'enregistrer un dossier. C'est un élément, c'est un prérequis d'avoir un chapitre autour de ce qu'on appelle la usability, qu'on appelle human factor également, et ça c'est une obligation légale complètement ancrée aux États-Unis depuis pas mal d'années et qui arrive en Europe petit à petit, qui n'est pas obligatoire aujourd'hui mais qui est fortement recommandée, et par contagion, ce qui se passe aux États-Unis arrive en Europe et dans d'autres zones du monde également. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses sur ça. Je pense que tu as très bien résumé. Et donc, juste pour rentrer un peu dans le détail de cette réglementation, c'est quoi le minimum qu'il faut faire pour... Au minimum, il y a un test final qui est à faire toute fin du projet pour valider que le dispositif il est sûr et efficace pour le... Enfin, sûr et qu'est-ce que je veux dire ergonomique pour le patient.
Donc on va vérifier l'ensemble des étapes d'utilisation et vérifier qu'il n'y ait pas de risque lié à chacune de ces étapes. Ok. Donc là, c'est assez réglementé en termes de nombre de patients et nombre d'utilisateurs lors de chaque test. C'est combien Alors au minimum, il faut tester 15 utilisateurs par groupe d'utilisateurs. Donc D'accord. c'est-à-dire que si un collyre, par exemple, est utilisé par des patients et des soignants, il faudra tester avec 15 patients et 15 soignants. D'accord. Ok. Et donc suite à ça, une fois qu'on a conduit le test avec les 15 personnes au minimum, on va réaliser un dossier qu'on va soumettre aux autorités. Et j'imagine qu'il faut un taux de réussite Supérieur à 85%. Ok, d'accord. Au minimum. Très bien. Et après, si je complète ce que vient de dire Océane, une manière très vulgarisée de le dire, c'est on passe le bac. Donc en fait, il faut passer le bac pour obtenir cette espèce de case à cocher pour diplôme, dire ouais. j'ai validé que mon système était compatible avec l'attente des utilisateurs. Et par rapport à ta première question, en fait, on peut passer le bac en candidat libre, mais on peut aussi s'entraîner. Donc en fait, toute l'astuce pour nous et la stratégie, c'est de développer des routines pour augmenter les chances d'avoir le bac du premier coup. Parce que comme tu dis, il faut réussir. Refaire des tests, ça a un coût, ça a un impact en termes de timing, s'il faut refaire une boucle, modifier, etc. Donc on a tout intérêt pour réduire les risques, savoir où on va, et ben c'est se jauger. Donc en fait, si je garde l'image du bac, on en passe un seul, mais nous on a développé des tas de pratiques dans nos activités de développement qui consistent à, le plus tôt possible, intégrer la voix du patient ou l'utilisateur. Et puis on va vérifier les choses. Ça nous permet de faire ce qu'on appelle du dérisking en bon français. Et ça va nous permettre alors deux choses. De s'assurer que voilà, on va dans la bonne direction. Et que finalement, quand on passe le bac, c'est une formalité. Il n'y a plus tellement d'enjeux de se dire ça ne va pas marcher. Et puis c'est un autre intérêt, on y viendra peut-être un peu plus tard dans nos discussions, c'est que ça permet d'éveiller les consciences. Je le disais en introduction, on est sur un monde très formaté, très réglementé, très ingénieur. Et que là on touche à des zones peu explorées par ce milieu d'ingénierie. On va toucher à des émotions, à de la sensibilité, et en fait on se rend compte que c'est important pour nous, c'est un rôle éducatif pour nos équipes de développement qui sont constituées à 90% de profils ingénieurs. Donc là, c'est bien de distiller cette notion de fibre émotionnelle dans des process qui sont extrêmement balisés, bordés, cadrés, scientifiques. Voilà. Donc il y a deux effets. Un effet, je dirais, soft skill sur la culture propre aux équipes de développement Nemera, et puis un effet dérisking pour maximiser les chances d'avoir le bac du premier coup. Ok. Très bien. Et vous n'en avez pas parlé là, mais il y a quand même cette phrase associée à Nemera, We put patient first. Elle vient d'où cette phrase? Elle arrive après, avant? Enfin, avant, pas complètement avant, j'imagine, enfin, je sais pas. Alors, elle arrive avant, effectivement, donc We put patient first. En français, on dit priorité aux patients. Ouais. Je vous ferai grâce de vous le faire en polonais et en allemand, et en brésilien, qui sont nos autres langues officielles. Voilà, mais donc cette notion, blague à part, cette notion de priorité aux patients, c'est un signe de ralliement. J'oserais presque parler de marque employeur, qu'on a défini un petit peu à la même époque que celle dont on parlait quand on a eu cette envie, cette intuition d'intégrer l'utilisateur. Ça fait vraiment partie d'une démarche globale, holistique, de se dire en fait, ok, on fabrique des dispositifs, on a une place établie dans le marché, mais en fait c'est quoi notre véritable vision, notre véritable motivation à servir cette industrie. Et donc ça a été un énorme travail d'entreprise pour donner un vrai sens de ralliement. C'est pour ça qu'on peut presque parler de marque employeur, parce que ça se décline, nos clients viennent nous voir avec cette tagline We put patient first, et ça compte dans le fait de dire bah oui, Nemera, je sais que vous avez cette fibre-là d'intégrer le patient, et ça va aussi compter dans nos recrutements. C'est-à-dire que quelqu'un qui rejoint Nemera, un collaborateur qui travaille en recherche et développement, en comptabilité, sur une ligne de production, en force commerciale, on se rend compte au fil des années que c'est vraiment quelque chose de fort qui fait partie de l'ADN de la société
et que ça se cascade dans plein de dimensions. Donc cette dimension que l'on représente aujourd'hui avec Océane autour du human factor et la usability en est une, mais il y a plein d'autres initiatives en fait pour transformer cette ligne conductrice en un véritable sens pour chacun. Je prends un seul exemple, on s'est rendu compte quand on a mis en place cette espèce de phrase, qu'on a des gens qui travaillaient sur des lignes de production, qui travaillaient depuis 20 ans à fabriquer un stylo insuline et qui n'avaient aucune connaissance de ce qu'était le diabète. Alors, on peut vivre comme ça, on peut fabriquer des stylos de manière bête et méchante, mais on s'est vraiment dit d'un point de vue ressources humaines qu'il manquait une corde à cet arc et que si on pouvait amener cette cerise sur le gâteau, je reviens encore sur la cerise, voilà, donner du sens, dire je travaille sur une ligne, je contribue à ma mesure à servir des patients, c'est important de développer ma connaissance. Personne n'est pharmacien chez nous, et médecin, etc. On a très peu de connaissances médicales ou pharmaceutiques, mais on a déroulé des initiatives de formation, de sensibilisation, avec des témoignages de patients qui viennent parler aux équipes, avec des supports pour vulgariser un petit peu ce que sont telle ou telle pathologie. Enfin, on a vraiment des tas d'initiatives qui viennent alimenter ce fameux We Put Patient First. Ok. J'avais une question un peu plus tard là-dessus, mais du coup tu as déjà à moitié répondu. Enfin, je ne sais pas si vous voulez développer un peu plus, ou on complétera après. On complétera. Eh ben ok, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet maintenant sur le process de conception. Alors comment ça se passe du moment où il y a l'idée d'un nouveau dispositif jusqu'au moment où, voilà, si on va jusqu'au bout, où il est mis sur le marché. Alors sur la fin, la fabrication, je pense qu'on sort un petit peu de la conception, mais rapidement, en tout cas, c'est quoi les différentes étapes à partir du moment où l'idée émerge? Déjà, d'où vient l'idée, peut-être? Ouais. Tu veux y aller comme tu veux. Allez, je me lance. Alors, on a un processus qui est assez classique sur le développement de tout le circuit de développement. Donc, la première réponse est chez Nemera, on sait tout faire de A à Z. C'est-à-dire qu'on intègre vraiment toutes ces phases de conception et on est extrêmement intégré parce que on est sur un métier un peu pointu et qui nécessite des compétences en termes mécaniques, plasturgie, parce que la plupart de nos dispositifs sont des composés de pièces plastiques, de ressorts, de seringues, d'aiguilles, que sais-je. Donc il y a vraiment une dimension mécanique, de connaissances mécaniques, de transformation de plastique, parce que c'est un des éléments majeurs qui constituent nos systèmes, de connaissances pharmaceutiques, de connaissances réglementaires, etc., d'intégration du patient. Donc c'est une réponse un peu longue pour dire qu'on est vraiment intégré. Voilà. Donc on a en interne toutes ces compétences-là. Okay. Et revenons à la question, on va partir... on a deux manières en fait de partir sur des idées de conception, des signaux faibles. On va être soit tiré par le marché, donc sur une demande qui arrive d'un client ou quelque chose où on va vraiment mesurer une attente du marché qui est exprimée par un client, qui est exprimée d'un point de vue réglementaire. On peut avoir un changement réglementaire qui va décider pour telle application de retirer tel ou tel produit. Donc en fait, on est capable d'identifier des besoins, soit parce que le marché les attend, soit parce que la réglementation va les imposer. Et donc ça nous donne du grain à moudre pour dire là, il faut inventer quelque chose. Donc là, c'est vraiment le marché qui nous apporte des idées, mais on n'exclut pas non plus les opportunités qui sont vraiment ce qu'on appelle l'idée qui vient dans le train. Voilà, on a pas mal de collaborateurs qui sont assez créatifs et on peut laisser divaguer son esprit, on bosse sur des systèmes et puis l'idée spontanée qui naît comme ça entre deux arrêts de métro de se dire tiens, je pourrais faire un truc qui fait ceci, cela. Donc on a aussi une place dans nos process pour laisser émerger des initiatives. Alors il y a une sélection qui se fait un peu naturellement. L'initiative peut être prometteuse et aller jusqu'au bout, puis elle peut s'arrêter un peu naturellement. Et pour tout ça, on a des process qui permettent un petit peu de consolider ces idées, de les catégoriser par voie d'administration. Ce qui est une richesse chez Nemera, c'est qu'on touche toutes les voies d'administration, que ce soit la sphère ORL, le pulmonaire, l'injectable, le dermal ou le transdermal, tout ce qui est application rectale, vaginale. En fait, voilà, on a un scope très très large de nos produits. Ouais. Et donc, on peut avoir des idées un peu spontanées qui naissent et qui viennent rejoindre l'une ou l'autre de ces catégories. Et donc, ensuite, on va suivre des flux avec
des responsables de gamme de produits, que ce soit des responsables techniques ou marketing. Donc on a des pilotages combinés. Et puis revenons à ta question sur vraiment techniquement comment ça se passe, mais les phases de concept sont des phases plutôt divergentes. On va explorer différentes idées, on va vérifier le potentiel d'un point de vue faisabilité technique, le potentiel d'un côté utilisateur, c'est-à-dire que sans être déjà dans le test utilisateur, on va prendre le soin de se dire ok, qu'est-ce que ça va faire côté utilisateur en scénario d'usage. Est-ce que c'est un coup à 24 étapes, est-ce que c'est une notice qui va faire 18 pages, voilà, j'exagère, mais on va prendre en compte l'impact sur l'utilisateur de cette nouvelle idée. Et puis cette idée, elle va être filtrée sur des tas d'autres domaines, sur l'impact, quel va être l'effort réglementaire pour mettre ce système-là sur le marché. Si par exemple, il met en œuvre, je ne sais pas, un nouveau matériau innovant, etc., mais qui va nécessiter des tas de vérifications auprès des autorités, on va intégrer ces notions-là. On va intégrer également tout ce qui est propriété intellectuelle. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir une bonne idée, mais si elle est déjà inventée et protégée par le petit copain, on va éviter d'aller se mettre dans le mur. Et à l'inverse, si l'idée est libre, on va s'empresser de la breveter pour protéger notre invention. Donc on a des processus assez classiques avec des métiers supports. Et donc on se forme en équipe projet avec un cœur d'équipe projet qui est essentiellement technique et qualité, puisque la qualité fait vraiment partie prenante de nos missions. Et puis autour de ce noyau projet, on a des tas d'activités support, celles qu'on représente avec Océane en est une parmi plein d'autres, et on amène du support aux équipes projet. Et pour finir sur cette longue réponse en termes de process de développement, on va avoir des phases de maturité, donc de quelques idées qui vont être des esquisses, des solutions très digitalisées en termes de conception sur ordinateur. On va aller sur des prototypes très rudimentaires, faits avec des imprimantes 3D, différentes techniques de prototypage qui permettent très rarement d'avoir un produit parfaitement fonctionnel. Mais on aura une idée, ce qu'on appelle un prototype basse fidélité, qui est parfois fonctionnel, mais partiellement, parfois pas du tout, qui est juste une forme, et puis ensuite on va dérouler un petit peu, suivre le fil de la rivière. On va en avoir en général plus qu'un concept, avec des variantes, des embranchements. On va les pousser un cran plus loin, on va en sélectionner un qui est plus prometteur, qui coche le plus de cases dans ce qu'on a pu envisager avant en termes de propriété intellectuelle, satisfaction patient, bilan technico-économique, etc., faisabilité. Et puis ce produit-là, il va rentrer dans un cycle de conception détaillé très poussé, où on aboutira avec des prototypes parfaitement fonctionnels, qu'on qualifie de représentatifs de ce que serait une production réelle, très grande série derrière. Et s'ensuit derrière des phases de test dans un environnement laboratoire, donc laboratoire au sens évaluation des performances, qui laisse, je dirais, aucun hasard à l'extrapolation de la performance. Ce qui caractérise notre métier, c'est qu'on fabrique des produits pour des médicaments qui sont diffusés de manière assez massive. Donc dit autrement, on fabrique des produits en très grande série. Ouais. Et quand on fait cette phase de développement, on doit prendre une décision importante qui impacte des gros investissements de production en très grande série sur quelques centaines, sinon quelques milliers de systèmes. Donc je reformule le challenge pour nous, c'est que sur quelques milliers de systèmes, on va prendre une décision sur la robustesse de ce produit-là pour l'extrapoler et installer des lignes de production qui vont être capables d'en fabriquer des centaines de millions pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies. Donc le facteur d'extrapolation, il est extrêmement important et extrêmement impactant. Si on se trompe, si on intègre, c'est-à-dire si on valide un produit qui semble fonctionner mais qui n'est pas robuste, on va droit à l'échec, c'est catastrophique. Pour nos clients, pour nous, ça a un impact considérable en termes de gâchis économique. Voilà, c'est vraiment une chute importante. Et en fait, la question que tu posais tout à l'heure, nos produits, ils sont jamais commercialisés à vide. Ils ont une vie qui est toujours associée à la vie d'un médicament. Donc si
prend une mauvaise décision, qu'on va dans un cul-de-sac, non seulement on va stopper un projet et laisser des plumes sur ce projet en termes de dispositif, mais ça va avoir un impact sur la ligne principale qui est la commercialisation, enfin, le développement dans le but de commercialiser une nouvelle molécule. Oui. Donc l'impact, il est colossal. Il est gigantesque, ouais. D'où le fait d'avoir des équipes de développement massives. On parlera peut-être mais on a des temps de développement qui sont extrêmement longs par rapport à d'autres industries. Mais c'est pas qu'on se tourne les pouces, c'est pas qu'on coupe les cheveux en 16, c'est qu'il y a vraiment voilà, on ne peut laisser aucune place au hasard, aucune incertitude, parce qu'en fait tout ce qui va être figé, et on aime bien le terme figé, parce qu'à un moment on arrête tout, et notre conception elle doit être parfaitement définie pour être extrapolée en termes de fabrication. C'est rigolo, ma dernière interviewée, ma dernière invitée, c'était quelqu'un qui travaille dans le monde de l'automatisme et qui nous expliquait justement les lignes de prod, comment elle paramètre les machines, etc. Et on discutait dans quelle mesure on peut modifier s'il y a quelque chose qui est mal paramétré, justement. Et donc évidemment, c'est pas simple sur des machines spéciales qui ont été développées exprès pour un seul usage. On change pas comme ça, donc... Alors, on ne peut pas changer, et ça c'est vraiment inhérent à l'industrie pharmaceutique. Il y a ce qu'on appelle des processus de validation, et en tant que sous-traitant, équipementier de cette industrie-là, on se doit de coller à cette dimension normative. Donc effectivement, dans ce que tu dis, non seulement on ne peut pas changer les réglages techniquement, mais en fait c'est une interdiction réglementaire. Ah oui, une fois que ça a été validé. On doit vraiment border nos plages de fonctionnement, nos fenêtres de réglage, et on n'est pas autorisé à sortir ces fenêtres de réglage. C'est pour ça qu'on parle de robustesse et qu'il y a un vrai lien entre le développement d'un produit et sa fabrication en très grande série. Et le succès n'est pas... On peut avoir un produit qui est génial sur le plan technique, mais qui est impossible à fabriquer de manière industrielle, et ça veut dire échec, ça veut dire la mort du projet. Voilà, donc on a vraiment une pression ou un challenge, on va voir le verre à moitié plein, à se dire il faut absolument que notre produit soit efficace pour le patient, il soit efficace économiquement, mais qu'on sache le fabriquer, qu'il ait cette fameuse robustesse intégrée, robustesse chez nous, en tant que fabricant du système vide, robustesse aussi dans l'étape finale, qui va consister à mettre le médicament à l'intérieur du système, dans l'étape de stérilisation, si tant est que le produit doit être stérilisé, etc., etc. Donc on doit avoir une vue vraiment holistique de la fabrication du système, l'intégration du médicament, tout le façonnage final d'étiquetage, de stérilisation, de flashage de logiciels si on est sur des systèmes électroniques. Voilà, on doit vraiment avoir cette connaissance-là complète. Ouais, donc vous mesurez tout ça à cette étape-là en faisant des tests répétés sur plein d'échantillons, plein de dispositifs les mêmes mais différents pour vérifier que... Donc on fait des mini-lots de dispositifs, tu as raison, et puis aussi on développe les méthodes de test. En fait, le diable est vraiment dans le détail, donc la définition du cahier des charges et de l'exigence en termes de performance est aussi définie à ce moment-là, et elle va nous suivre jusqu'à la fin de la mort du produit finalement. C'est-à-dire que comment j'évalue telle ou telle performance, par exemple d'un spray nasal, eh bien on a des systèmes qu'on va définir en phase de développement et qui vont suivre le produit dans tout son cycle de vie. Ce sont les mêmes méthodes qui seront utilisées pour faire du suivi de production, du suivi de qualité de production tout au fil de son existence. Ce sont les mêmes tests bien souvent qui seront utilisés par nos clients pour faire du contrôle qualité à réception de nos produits vides. Enfin voilà, il y a vraiment une importance de développer le système, mais de développer aussi la méthode de test qui est attenante. C'est vraiment un pack, voilà. Un pack qui est difficilement dissociable. Ouais, c'est intéressant, ça me rappelle beaucoup ce qu'on fait. Alors moi je suis rarement dans ce genre de projet, mais on a des projets qui sont dans le domaine de l'aviation par exemple, ou du médical des fois, dans des secteurs qui sont très normés justement. Et on a des équipes en interne où il y a... j'ai des collègues qui travaillent sur des logiciels grand public où c'est du développement classique, et puis j'en ai d'autres qui travaillent sur ce genre de projet. Et il y a beaucoup de normes et de vérifications qu'ils doivent faire au quotidien pour s'assurer que de la qualité en fait, de ce qu'ils produisent, et que l'avion il ne va pas se planter quand il n'y aura pas de bug en fait, dans le logiciel qui va être intégré
dans l'avion ou dans quoi que ce soit, ou dans un dispositif médical. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette différence avec du logiciel grand public ou un produit grand public, si on, j'imagine, je sais pas, un dispositif non médical, où il n'y aura pas toutes ces normes, où il y aura quand même des vérifications à faire, de dangerosité, etc., mais qui sera beaucoup moins poussé. Exactement. Et peut-être pour illustrer ton propos, le meilleur exemple qu'on peut prendre, c'est une industrie qui n'est pas très loin de l'industrie pharmaceutique, qui est le monde cosmétique, où finalement on aurait quasiment les mêmes produits. C'est-à-dire quand on y réfléchit, une pompe qui sert à faire un spray nasal ou une pompe qui sert à diffuser un parfum, c'est peut-être techniquement le même produit, mais les exigences réglementaires, le cycle de développement, en fait, fait que le même produit a deux vies totalement... Le parfum, si tu fais 2 pchits et qu'il n'y a pas la même volume, on s'en fout, quoi. Alors, il y a probablement des tas d'exigences, des tas de contraintes, je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais c'est cette dimension vraiment réglementaire bordée. Et tu citais l'aéronautique, on cite souvent le monde du nucléaire aussi, qui est un autre monde très bordé. En fait, voilà, les produits n'ont rien à voir, mais on est un petit peu... on retrouve des similitudes entre ce qui se passe dans le côté normatif du monde pharmaceutique et les deux mondes que tu citais, donc aéronautique, et puis je rajoutais le nucléaire. Ouais, complètement. Ok. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, par rapport à l'intégration de la usabilité, j'ai l'impression que dans ces domaines-là, finalement, cette partie-là, elle est un petit peu... C'est la cerise sur le gâteau, comme tu disais tout à l'heure, c'est le petit bonus, mais c'est pas le cœur du sujet, quoi. Et on va intervenir vraiment durant l'ensemble de la vie du projet, aussi bien du début jusqu'à la fin. Au début, on va pouvoir récolter un maximum d'informations auprès des patients ou professionnels de santé pour savoir ce qu'ils utilisent à l'heure actuelle, les besoins qui sont inachevés, les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien pour éviter de refaire les mêmes erreurs sur un futur produit. Voilà, donc ça va être récolter un maximum d'informations aussi bien sur l'environnement, leur quotidien, comment ils s'administrent au quotidien. Après, dans la partie conception, où on va générer différents concepts, il y aura toute la partie sélection de concepts, où justement on va pouvoir mettre dans les mains d'un patient différents prototypes, ou même juste différents visuels pour qu'ils nous partagent leur avis sur ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qui est facile à prendre en main, à ouvrir. Donc nous, on va pouvoir faire une première étape de sélection pour se concentrer sur un dispositif potentiellement. Une fois qu'on aura du coup ce dispositif qui aura été un petit peu plus abouti, un petit peu plus finalisé, on va pouvoir en mettre en place un deuxième type de test qui va être de vérifier aussi bien les étapes d'utilisation que la notice, le packaging, toutes les informations qui sont associées. Et enfin, il y a le test final dont je parlais tout à l'heure pour valider le dispositif. Tu dis nous, c'est une équipe... Alors, je travaille toujours en collaboration avec les équipes projet parce qu'à la base, les besoins viennent de leur côté. Et donc, ils font appel à l'expertise usability pour réaliser ce genre d'activité, ce genre d'études. D'accord. Toi, tu es toute seule au sein de Nemera sur cette thématique précise et les équipes font appel à toi sur toutes ces étapes-là, quoi. C'est ça. Ok. Alors, je précise qu'effectivement, on a présenté un petit peu Nemera. Alors, Océane, elle est toute seule sur le site de Lyon, avec parfois des aides de stagiaires, etc. Et puis, c'est cette intégration avec les équipes projet. Je rajoute également qu'on a des équipes usability qui sont bien plus structurées, bien plus nombreuses sur notre antenne à Chicago. Parce que tout à l'heure, on le disait, la FDA, donc les États-Unis, sont un peu plus en avance que la zone Europe en termes d'intégration de l'usage. Et cette branche, en tout cas nos confrères américains, ont vraiment développé, on en fait une expertise depuis pas mal d'années, et qu'on a un peu plus de 30 personnes dont le quotidien est de travailler autour de la usability sur le site de Chicago, avec une dimension, je dirais, service support en interne dans le mode projet, donc exactement ce qu'Océane vient de nous décrire, et puis également une activité vraiment en service, donc on est en service pour des clients extérieurs, donc il est pas rare que l'on amène juste ce service usability pour un client, mais de manière vraiment ponctuelle. On intervient sur des produits
développé par nos concurrents et on est missionné par des laboratoires pour faire cette étude Human Factor, etc. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment un métier à part entière chez Nemera. Voilà, donc l'évaluation. Qui est plus présent aujourd'hui aux États-Unis, mais on a cette force de frappe mondiale. Mais c'est vraiment un métier installé. Surtout sur la partie évaluation, aussi sur les étapes amont de conception, de recueil de besoins. Alors on a les deux, et je parle sous contrôle Océane, mais en fait on a vraiment les deux métiers qui se traduisent. Alors c'est assez drôle que tu poses la question, parce qu'on a vraiment, sans faire de clivage, on a deux sources de compétences. C'est-à-dire qu'on a une évaluation qui est plutôt très en aval, donc c'est ce qu'on appelait le bac tout à l'heure, c'est de passer des tests, et là c'est très codé, donc on a des profils, on va sourcer des collaborateurs avec des bagages de formation plutôt ingénierie, on déroule des méthodes extrêmement cadrées, à cocher des cases, à bâtir des protocoles de tests très bordés, très processés, donc ça c'est une activité qu'on sait faire, et puis on a une autre activité sur laquelle on a recours à une autre typologie de compétences. On est plus sur des profils designers, des ergothérapeutes, des ethnographes. On a vraiment des tas de métiers en fait, sur des phases très amont. Donc il y a ceux que décrivait Océane, où on va intégrer des utilisateurs, on va les questionner. Ce que l'on fait également sur le site américain, c'est qu'on est capable de suivre, on va vraiment in situ avec l'utilisateur. Alors, on parle à des patients, mais j'ai un exemple en tête, on va suivre des infirmières au bloc opératoire, on va vraiment retracer avec elles leur quotidien, le cycle d'usage de telle ou telle opération, de tel ou tel pouce-seringue, que sais-je, et puis on va vraiment tracer avec elles toute l'expérience utilisateur, la préparation du système, les étapes d'usage, les étapes de nettoyage après usage, etc. Et ça va nous faire vraiment la matière première. Si demain on était missionné pour concevoir le pouce-seringue du futur ou le stylo à insuline nouvelle génération, on a tous des idées. Mais c'est des intuitions et on n'est pas utilisateur. Donc la première chose que l'on fait, et ça revient à ta question sur les développements, c'est qu'on va directement voir l'usager, qu'il soit patient, professionnel de santé, et ça se passe par des observations, ça se passe par des interviews, ça se passe par des tests avec c'est ce qu'expliquait Océane, avec des différents schémas. Ça peut être purement virtuel au départ, mais en tout cas on a toutes ces compétences-là. Ok, c'est super. Donc c'est vraiment les mêmes méthodes que nous on utilise dans le logiciel, observation, entretien, test de concept et test utilisateur, quoi. C'est marrant. Je me rendais pas compte à quel point c'était similaire en fait. Et alors pour toi Océane, qu'est-ce qui est le plus important dans ton travail ? Alors, ce qui est le plus important, ça va être toute la partie préparation des tests utilisateurs pour bien définir le profil des utilisateurs, mais aussi toutes les questions qu'on va poser en test afin d'éviter les biais. L'ordre des questions, la formulation des questions. Donc ça, c'est une partie assez importante de mon métier. Et après, ce qui est aussi important, c'est que les équipes projets viennent plus naturellement me voir et n'attendent pas la fin de la conception d'un dispositif pour déclencher un test, parce qu'elles ont souvent assez peur du jugement des utilisateurs, et veulent que ça soit très bien finalisé, que le bouton soit bien mis, alors qu'il faut se lancer, il faut vérifier nos dispositifs au maximum en amont pour faire un maximum de boucles et vérifier que le dispositif convienne bien aux utilisateurs finaux. Ok. Ouais, on a le même sujet dans le logiciel. Moi, je me pose souvent la question de la pertinence de tester les maquettes. Alors, on le fait souvent, mais c'est pas aussi réaliste que forcément que quand c'est développé. Et souvent, je me demande à quel point les retours que j'ai sont pertinents et vraiment, est-ce que je peux vraiment en conclure quelque chose finalement d'utile. Alors, c'est une vraie question que j'ai dans mon quotidien. Je continue de le faire parce que j'ai quand même ce sentiment que c'est pas inutile. Mais c'est vrai que des fois, je me demande si je peux projeter ce résultat à qu'est-ce que ça aurait été si la même chose était vraiment développée, quoi.
même si on arrive à faire des prototypes interactifs, des choses le plus réalistes possible. Et une fois que c'est en cours de développement, on a cette possibilité, nous, contrairement au dispositif médical, de pouvoir tester des petits blocs de logiciels. Mais on a souvent aussi cette question qu'on se pose de est-ce que j'attends pas 2 semaines de plus parce que les gens, je peux pas les solliciter tous les 15 jours. Donc, est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je fais dans 2 semaines? Est-ce que je fais... J'attends. Puis petit à petit, on attend d'avoir le truc parfait, ce qui est pas l'idéal. Mais donc, tu arrives, toi, à convaincre en interne de la pertinence de tester en amont. Après, c'est une discussion qu'on a avec les équipes projet, leurs besoins et ce qui est réalisable ou pas de faire en études. Mais ça s'est assez bien intégré durant l'ensemble des phases de conception. Les équipes projet arrivent assez bien. Ça rejoint ce que tu disais au début aussi sur le fait que c'est important pour dérisquer finalement de tester très en amont. Et si je peux rajouter peut-être un petit point sur ce que dit Océane, en fait, un des facteurs de succès pour que ça devienne un réflexe dans les équipes projet, c'était ce côté intégré. C'est-à-dire qu'en fait, ces études utilisateurs, ce qui ne nous empêche pas aujourd'hui non plus, avec tout ce qu'on se dit là, de les sous-traiter pour des questions de charge, de capacité, d'études multicentriques. Typiquement, une étude locale, si on doit demain lancer une étude en Chine ou en Asie, on aura plutôt tendance à la sous-traiter à des gens dont c'est les métiers qui ont un pied-à-terre local, des traducteurs, des intervieweurs. Donc on ne s'interdit pas d'externaliser ces études-là, mais revenant à l'éducation de nos équipes projet, c'était très important de faire le choix de s'intégrer pour vraiment que cette compétence usability devienne un métier cœur pour Nemera et un réflexe. Et donc par contagion, parce que Yossian, en termes de conversion, d'évangélisation des équipes projet, ils sont parfois un peu réticents, alors par excès de perfectionnisme, par j'y vais mais j'ai peur. Et en fait, je pense que ça les a un petit peu décomplexés. Et voilà, on amène tout service, on leur facilite la tâche sur la conception de l'étude, on en parlera, mais il y a une vraie intelligence aussi sur comment bâtir une étude et lancer un test utilisateur. Si on ne sait pas ce qu'on cherche, il y a de grandes chances qu'on le fasse pour rien. Donc en fait, quand on lance une étude, il ne s'agit pas d'introduire un biais, mais si on n'est pas clair sur à quelle réponse, à quelle question on veut répondre, autant pas lancer le test. Donc là, dans ce travail d'éducation, il y a le réflexe de je vais voir l'utilisateur, donc ça demande beaucoup d'humilité. Et puis ça demande aussi un peu de synthèse, de s'éclaircir la tête en disant, bon, là, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois fixer maintenant, qu'est-ce que je fixerai plus tard. Et le dernier point que j'apporterai là-dessus, le fait de dérisquer, ça permet aussi de décomposer un peu un produit. On s'est rendu compte aussi à l'usage, quand on arrive très tard, il y a le risque de ne pas passer le test. Et puis un deuxième risque, c'est qu'en fait on va tester des choses, on veut tester trop de choses, on veut tout vérifier. Et donc on se retrouve avec des tests où littéralement on écrase le patient, qu'on va charcuter pendant 1 heure, aller chercher des tas de questions. Et en fait, ça, on est sorti de ce monde-là. Je pense qu'on a appris de nos erreurs, de nos imperfections, et qu'on a arrêté d'assommer des patients avec des questionnaires non comme un jour sans pain. Et on a un peu... Enfin, je pense qu'on a gagné en pertinence, parce qu'il y a des petites questions, de répondre à des petites questions qui sont... Elles deviennent annexes, en fait, elles deviennent des non-sujets. Mais si on ne les traite pas au cours du développement, elles s'accumulent, et puis le jour où on passe le bac, on a une épreuve qui dure... c'est du contrôle continu, finalement. C'est ça. Et en fait, je vois vraiment un intérêt pour moi où on a appris avec tout ça, et le fait de dérisquer, on est devenu plus synthétique, plus aiguisé sur qu'est-ce qu'on cherche réellement à obtenir de la part du patient. Et en fait, tout le monde en est gagnant, les équipes projets sont gagnantes, les patients aussi, parce qu'ils ont plaisir à venir, ils repartent pas complètement assommés, rincés, on leur a pas pompé toute l'énergie qu'ils ont à nous donner. Enfin, je pense vraiment qu'on a une clé là de ce côté-là. Je reviens juste 2 secondes sur le fait d'internaliser cette fonction, ce rôle. Vous avez l'impression que c'est plus dans une logique de faire passer un message en interne que c'est important, en interne et en externe d'ailleurs, que c'est important, ou même au-delà de ça, ça favorise justement le fait qu'ils fassent appel à toi parce que t'es là, donc
Du coup, il n'y a pas besoin de faire des démarches, d'appeler quelqu'un, Je pense que ça va dépendre du test, parce que, en gros, le recrutement de patients, c'est quelque chose qui est vraiment clé pour les études. Et en fonction du profil des utilisateurs qu'on va avoir besoin, on va pouvoir être capable ou non de le faire en interne. Je donne un exemple. Si on cherche 30 patients atteints de polyarthrite rhumatoïde âgés entre 65 et 85 ans, ça va être assez compliqué pour nous de recruter ce genre de profil. Ouais. C'est pour ça qu'on va en général faire appel à des sociétés externes quand on sait déjà d'avance que le recrutement va être compliqué. D'accord. Donc il y a ce genre d'études qu'on va facilement externaliser. Ok, donc dans ces cas-là, ça Ouais. aide pas spécialement C'est d'avoir ça. internalisé le rôle. Ok. Et après, on peut facilement internaliser l'ensemble des petites activités usability au sein de Nemera. Donc Mais en tout cas, ce qui est indéniable, c'est que le côté intégré est un énorme levier pour démocratiser. C'est-à-dire Ouais. qu'en fait, et c'est un petit peu peut-être le sens de ta question aussi, c'est une équipe projet, même si on les encourage à recourir à des tests le plus régulièrement possible, ce qu'on a pu dire avant du syndrome de perfectionniste, etc. Bah là, si je dois faire une demande d'achat, faire un appel d'offres, etc., c'est un énorme frein. Ouais. Que de descendre d'un étage et frapper à la porte d'Océane en disant voilà, je me pose des questions, est-ce que ce serait pas opportun de faire un test maintenant? Donc c'est sûr que l'intégration est un élément facilitateur, c'est indéniable, et on mise là-dessus. Quelque part, on investit dessus. Donc c'est pas parce que c'est en interne que c'est gratuit, mais en tout cas, ça a très largement contribué à la démocratisation et puis à l'éducation usability de l'ensemble de nos équipes. Ouais. Ça, c'est... je pense que c'est vérifié. Et des fois, c'est dans l'autre sens, c'est toi qui vas toquer aux portes des projets pour dire au fait, si ce je vois serait pas le bon moment de faire appel à moi. si je vois que ça fait un moment que j'ai pas une nouvelle des équipes projet, ça m'arrive de les rappeler à l'heure. Parce que ça, là à Sogilis, là où je travaille aujourd'hui, je travaille dans le monde du service, donc j'ai pas ce genre de problématique. Mais dans l'entreprise précédente où j'étais, c'était un éditeur de logiciel. Okay. Et autant il y avait des projets où c'était vraiment super bien intégré, donc j'étais là tous les jours au quotidien à côté d'eux. Et puis même dans toutes les réunions du matin, etc. Donc ils m'oubliaient pas. Puis il y avait d'autres où j'étais beaucoup moins intégrée, et si j'allais pas les solliciter, c'était difficile en fait ils n'avaient pas de réflexe, quoi. Donc même en internalisant, des fois, selon les personnalités des gens, leur adhésion à la démarche ou pas, c'est plus ou moins difficile. C'est vrai, c'est pareil. Tu retrouves la même chose. C'est pareil. Alors oui, je suis d'accord avec vous, hein. Il y a un facteur humain, mais je dirais que depuis quelques années, c'est aussi pour ça qu'on ne pouvait pas non plus se contenter du côté aléatoire de j'y vais parce que j'ai une sensibilité, j'y vais pas parce que je... Et donc on a intégré dans nos process de développement, en fait, on a vraiment un squelette de process de développement. La dimension usability est intégrée. Donc en fait, les équipes projet depuis quelques années n'ont plus le choix. C'est que vraiment ça fait partie des portes de passage, des points de passage quand on passe d'une phase à l'autre dans un projet. C'est pas juste laisser au libre arbitre de tiens, j'ai envie d'y aller. C'est à telle étape, je dois donner un rationnel que j'ai fait, et si j'ai pas fait, je dois expliquer pourquoi j'ai décidé de pas le faire. En tout cas, c'est pas... c'est plus optionnel. C'est pas soumis à tiens, ce qu'on appelle le facteur aléatoire de j'y vais pas. C'est vraiment le process usability, et un process à part entière, il vient se greffer sur notre processus global de développement. C'est pas un truc complètement indépendant. Donc ça, c'est vraiment acté, quoi. Ok. Très bien. Je reviens sur un autre truc que tu as mentionné tout à l'heure. Tu as parlé d'autres pays. Si on avait un marché en Asie, par exemple, et ça m'a fait penser à cette question. Est-ce que quand vous faites un test sur un produit, vous testez en France, sur des patients français, est-ce que vous testez aussi dans d'autres pays où ils vont être vendus? Parce qu'il y a des différences culturelles. Comment ça se passe? Ça va dépendre de la zone de distribution de nos dispositifs. Mais en général, oui, il va falloir tester avec les utilisateurs finaux, au plus près des utilisateurs finaux. Donc ça, oui. Alors, il y a un changement
Il y a l'impact culturel. Donc, voilà. Donc, par rapport à ces questions, effectivement, c'est une discussion qu'on a au cas par cas avec nos clients. Une étude, ce qu'on appelle multicentrique, forcément, a un coût plus important de recrutement des patients, de modérateurs, etc. Donc c'est vraiment une activité qu'on réserve sur la phase finale de notre process usability. Et donc c'est une décision qu'on prend avec le client sur le nombre de localisations. C'est lié, comme tu disais, à potentiellement des différences culturelles. Oui. Il faut rajouter à ça des différences de pratique. Si on intègre par exemple les praticiens, une infirmière américaine n'est pas formée comme une infirmière polonaise, qui n'est pas formée comme une infirmière italienne, etc. etc. Donc il y a des pratiques, des gestes qui ne sont pas enseignés de la même façon. Et de fait, dans un secteur hospitalier, d'un pays à l'autre, on n'aura pas le même protocole. Et puis il y a une troisième dimension qui est aussi importante, c'est en termes d'usage. En France, on a un regard un peu biaisé parce qu'on a un système de santé qui est ce qu'il est, mais qui est extrêmement cadré, extrêmement favorable. Dans d'autres parties du monde, c'est beaucoup plus compliqué, un impact économique, ou alors le remboursement du médicament sera très lié à des mutuelles privées, donc d'un individu à l'autre, ça sera radicalement différent sur le lien au médicament. Et donc l'impact, on rejoint sur cette dimension culturelle, mais c'est pas très bien. Mais en France, je pense que l'accès très démocratisé, très assisté à une couverture sociale, y compris à du remboursement de médicaments, la dimension de gâcher, de jeter, j'ai un médicament, j'ai le droit. Pour beaucoup de gens, ils ne l'ont pas payé parce que on voit même pas combien ça coûte on voit pas, on n'a pas de notion, et du coup on n'a pas le sentiment d'avoir de la valeur et de la jeter. Donc des gens ont des médicaments périmés, ils vont demander un peu plus, même s'ils n'ont pas utilisé parce qu'ils y ont droit. C'est très français, très franchouillard comme culture. Dans d'autres pays, il y a une sensibilité sur... C'est un vrai achat, et c'est un vrai... c'est presque révoltant de le dire, mais c'est un vrai luxe de se soigner. Et du coup, la relation avec le dispositif, en termes de qualité, en termes de service rendu, en termes de ce que je ne vais pas consommer, parce que mon traitement était sur 30 jours et j'ai acheté un dispositif avec 60 jours de traitement. Enfin, il y a des dimensions qui sont culturelles liées au régime social qui sont vraiment très contrastées. Et ça, on l'a expérimenté sur des études multicentriques. C'est très intéressant et ça nous donne pas mal de recul de voir vraiment les spécificités par pays. Ouais. Donc c'est flagrant. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça doit changer complètement. Vous avez des anecdotes ou un exemple à donner qui illustrerait ça? Récemment, on a fait une étude commune avec Inside Chicago. Et oui, les pratiques des systèmes des infirmières sont totalement différentes. Elles n'ont pas les mêmes responsabilités à Chicago qu'en France. En France, ça va être plutôt le médecin qui va réaliser les actes plus chirurgicaux, qu'aux États-Unis, une infirmière ou même une technicienne va pouvoir ouvrir une seringue, la manipuler, alors qu'en France c'est différent. Donc ça veut dire qu'on vise pas les mêmes personnes, pas le même public, pas le même niveau de formation. Donc l'usage n'est pas forcément le même. Donc c'est intéressant et c'est complémentaire du coup de faire plusieurs études. Merci d'avoir écouté cette première partie de notre épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la suite de cette discussion. Restez à l'écoute car dans la deuxième partie, nous allons plonger encore plus profondément dans notre sujet en évoquant les enseignements que nos deux invités tirent de leur expérience. Pour continuer à échanger, questionner et explorer les thématiques autour de l'expérience utilisateur, retrouvez-moi également sur TikTok. Vous trouverez le lien en description. C'était Margot dans Cogito Ergo Sum et je vous retrouve très bientôt pour la suite de notre échange.